Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette seconde journée des conversations sur l'arbre qu'on a conçue avec donc Chantal Colleux-Dumont, Marie-Laure Desjardins, comme je le disais hier, et qui sont soutenues par la Fondation Malatier-Jacquet, la Fondation de France, et en partenariat avec Pour la Science et Philosophie Magazine, chez qui je travaille. Ces conversations auront donc pour thème cette année les contes en mai, la forêt en juin, le vin en septembre, les bêtes en octobre, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les parfums de la nature. Nous avons traversé hier la grande histoire des parfums sous l'angle du soin et de la thérapeutique, notamment, avec la manière dont les odeurs nous traversent et nous guérissent, avec l'anthropologue et philosophe Annick Le Guérer. Fabrice Chelma nous a montré la sensualité de ces parfums en chimiste et spécialiste de la science-fiction, en exciteur des sens et des sciences, pour reprendre un lapsus qui m'a bien plu. Les senteurs ont en effet une connotation sexuelle, vous l'avez montré, à travers des exemples de science-fiction qui nourrissent l'imaginaire et qui nourrissent aussi la science poussée jusqu'à la merveille, selon votre formule. Bref, on a vu que le parfum invitait à soigner, mais aussi à exciter. Ce matin, nous poursuivons le voyage à travers cette hybridation des sens avec deux intervenants, l'artiste Karine Bonneval et puis le parfumeur Jean-Claude Héléna, qui nous invitera à écouter le parfum en amateur, c'est-à-dire dans la qualité de quelqu'un qui aime à la fois composer des parfums et puis raconter des histoires. En effet, vous vous dites compositeur de parfums, c'est un terme que j'emprunte à l'un de vos ouvrages qui s'intitule Journal d'un parfumeur, qui était conçu comme un journal de bord autobiographique tenu dans les années 2009 et 2010, où vous y consignez des réflexions au jour le jour. Et ça commençait précisément par le plaisir. C'était la première entrée de cet ouvrage, où vous dites « Depuis que je compose des parfums, j'ai appris, inventé des accroche-nez, comme ces premières phrases, premières notes de musique, premières images, que l'on travaille longuement pour captiver l'attention du lecteur, de l'auditeur, du spectateur, pour lui donner envie d'aller plus loin, afin de prolonger le plaisir. » Alors bon, on va essayer de le prolonger ensemble ce matin. Je rappelle quelques notes biographiques de votre parcours. Vous avez été le créateur de nombreux parfums pour des très grandes marques. Et puis vous êtes devenu en 2004 le parfumeur exclusif de la maison Hermès, où vous avez créé notamment le fameux parfum Terre d'Hermès, avant de devenir un parfumeur indépendant. Et puis vous êtes aussi écrivain et dessinateur, et c'est ce qu'on retrouve dans vos publications, dont on pourra acquérir quelques exemplaires si on le souhaite à l'issue de cette rencontre. Donc le journal d'un parfumeur que je citais en 2011 chez Sabine Weiss-Pizer. Et puis un petit lexique des amateurs et prix d'odeur, ça c'était chez Actes Sud en 2021. L'odeur des jours, une vie de parfumeur, une biographie que vous rehaussez de vos propres illustrations à l'aquarelle. Et puis enfin, l'Atlas de botanique parfumée, dont un premier volume est paru, et le second paraîtra à la rentrée, en septembre, je crois, qui sont également complétés de dessins. Vous y recensez les odeurs sur la terre, convaincu qu'elles ne se dévoilent pas sans une preuve d'amour. C'est d'ailleurs l'un des axes de votre intervention ce matin. C'est une exergue que vous utilisez assez souvent, que vous mettez en exergue de vos livres. L'odeur est un mot, le parfum en est la littérature. Alors voilà, c'est peut-être à ce langage sensuel que vous allez nous introduire ce matin. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors, la conférence, il y avait la notion d'écouter les odeurs. Alors pourquoi écouter les odeurs? Parce que avec Hermès, j'étais amené à voyager énormément. Non pas à la recherche de matières premières pour les parfums, parce que les matières premières, aujourd'hui, on me les amène. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai ce privilège d'avoir des gens qui viennent me montrer des nouvelles matières premières, naturelles. Il y en a peu qui sortent, il y en a très peu qui sont prises, parce que souvent c'est des répétitions de choses existantes. Alors si c'est proche, s'il y a juste quelques nuances, non, c'est sans intérêt, à moins que vraiment le produit soit vraiment nouveau. Mais dans les nouveautés, je pourrais dire que dans les nouveautés olfactives pour les laboratoires d'un parfumeur, il y en aura 1 à 2 par an, pas plus. Donc vous voyez, ça fait très très peu de choses. Donc voyageant beaucoup, j'étais en Chine, et en Chine, c'était pour la création du jardin de Monsieur Li. Et en Chine, j'ai découvert que les Chinois disaient qu'ils écoutaient les odeurs. Et non pas sentir les odeurs, mais ils utilisent l'expression écouter les odeurs en chinois. Et je trouvais ça merveilleux d'écouter les odeurs, parce qu'en fait, on écoute plus que ne l'on sent. Sentir, c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas, sauf si on est professionnel, mais oui, on sent très très peu.
Je me souviens que mon père, qui était parfumeur, nous disait à table, écoutez, la première chose qu'il faut faire, c'est si vous buvez quelque chose, sentez-le avant de le boire, et si vous mangez quelque chose, sentez-le avant de le manger. Et ces quelques secondes qu'on prend à sentir, c'est ça qui commence à former une mémoire olfactive. Donc, je vous invite à le faire, et j'invite à le faire aussi vos enfants et petits-enfants, de leur donner juste ce goût, ce plaisir de sentir avant, et non pas de se précipiter sur le McDo, mais de sentir le café ou de sentir le thé qu'ils boivent, parce que c'est le commencement de se confectionner une mémoire olfactive. Alors, là, on était dans les jardins, donc c'était parler surtout des produits naturels. Les fleurs, les fruits, les herbes, les feuilles, les écorces. Alors, la première chose, c'est que les fleurs, à la différence des feuilles surtout des feuilles ou des graines, les fleurs ont un cycle olfactif. C'est-à-dire que le cycle olfactif des fleurs, le matin, l'odeur est différente de celle de midi, et celle de midi est différente de celle du soir. Ce qui est prodigieux, on a pu le faire, l'analyser, et regarder, par exemple, mettre des capteurs sur des fleurs de jasmin, et puis analyser l'odeur du jasmin le matin, et puis l'odeur du jasmin à midi, l'odeur du jasmin le soir, enfin faire comme ça toute la journée, et puis on s'aperçoit que, première chose, c'est que les fleurs, un jasmin, c'est à peu près 400 molécules. Il y en a qui ont encore plus de molécules. Et le matin, il y a telle molécule à certains pourcentages. À midi, ces pourcentages ont complètement changé. Certaines ont quasiment disparu. Certaines sont montées à 100 fois plus. Et pourtant, ça sent toujours le jasmin. Et c'est ça c'était la chose la plus intéressante. Parce que ça prouvait qu'il n'y avait pas une molécule qui définissait l'odeur, mais quelques molécules qui définissaient l'odeur, et les proportions n'avaient pas beaucoup d'importance. Et ça, c'était nouveau pour un parfumeur. C'est-à-dire parce que le métier de parfumeur, c'était, pendant très longtemps, ça a été les proportions. On met un peu plus de ci, on met un peu moins de ça, voilà. Eh bien non, on s'aperçoit que ce qui est le plus important pour un parfumeur, c'est la juxtaposition des odeurs. Et le mot juxtaposition veut bien dire son mot. C'est je mets ça à côté de ça, à côté de ça, ça sent le jasmin. Les proportions, ensuite, on peut les faire varier. Ce qui fait qu'un jasmin du matin n'a pas tout à fait les mêmes proportions qu'un jasmin du soir ou qu'un jasmin du midi, mais c'est toujours du jasmin. Et ceci sur l'ensemble des fleurs qui ont une odeur. Enfin, toutes les fleurs ont une odeur plus ou moins petite. Il y en a qui sont tellement subtiles qu'il faut un nez de parfumeur pour les découvrir. Et certaines sont flagrantes, ce qui fait que les roses sentent le rose, le jasmin sent le jasmin, la tubéreuse sent la tubéreuse. Bon, voilà. Elles sentent fortes, et surtout les fleurs blanches sentent très fortes parce que c'est un moyen pour faire de la pollinisation et pour attirer les insectes qui voient très très mal les couleurs. Donc l'odeur supplée à la coloration des fleurs. L'autre chose, c'est que les feuilles, le cycle olfactif des feuilles, quasiment inexistant, et les feuilles emprisonnent les odeurs, ce qui fait qu'il faut les froisser pour avoir l'odeur. Les graines encore plus. Alors ce que l'on voit aussi, par exemple, dans les fabricants de matières premières naturelles, et il y en a peu, il y a quelques fabricants de matières premières, mais il y a peu de matières premières utilisées en parfumerie, c'est que les fleurs, on les travaille peu. Pourquoi on les travaille peu? Parce que, pour des raisons économiques, mais surtout parce qu'il y a un cycle saisonnier. C'est-à-dire que la rose de mai, c'est de mai-juin. Le jasmin, c'est juillet, août, septembre. Mais il y a certaines fleurs, comme la tubéreuse, c'est 3 semaines, c'est tout. Pendant 3 semaines, on récolte, puis après, c'est l'année d'après. Alors, je me souviens d'une société qui voulait faire un événement à Paris, qui voulait faire au mois de décembre tous les Champs-Élysées en lavande. L'idée était très belle, alors il m'appelle en disant « Monsieur Elena, connaissez-vous comme ça un cultivateur qui pourrait nous fournir des lavandes ?» Oui, mais c'est quel mois? Décembre. C'est non. Et pourquoi?
elles seront mortes, elles seront noires. Ah, c'est embêtant. Mais, et si on les frigorifie au mois de juillet? Non, ça ne marchera pas. Alors, sur les cycles olfactifs, je voulais vous parler d'une petite histoire aussi, qui est, enfin une histoire, je vous raconte l'histoire de parfumeur, qui est l'histoire du muguet. Le muguet fait partie de ce qu'on appelle les fleurs muettes. J'aime pas tellement enfin, les journalistes ont appelé ça les fleurs muettes. Alors pourquoi muettes? J'ai pas très bien compris. La notion, c'était qu'on ne peut pas extraire les odeurs de ces fleurs. Mais muettes, non, parce que, en fait, quand vous les sentez, elles sont là, vous les sentez, voilà. Et puis elles ont un cycle olfactif. Donc elles ne sont pas muettes, mais on ne peut pas extraire leur parfum. Donc voilà, on les appelait muettes. Et dans les années 50, Christian Dior demande à Edmond Oniska, qui est un parfumeur, qui fut un célèbre parfumeur au XXe siècle, et qui est le parfumeur qui a fait L'eau sauvage de Christian Dior. Et il demande, écoutez, voilà, ma fleur fétiche, c'est le muguet. Et une chose que peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'il cousait dans l'ourlet des robes de mariée un brin de muguet. Et il le faisait à chaque fois sans le dire à la personne qui allait porter la robe. Alors on l'a découvert après, parce que les robes de mariée à un moment donné se transmettaient, et puis on décousait pour voir, oh, un brin de muguet. Je trouvais que le geste est absolument merveilleux, et j'en étais ému. Donc, à part cette petite histoire, il dit, mais est-ce que tu peux me faire une odeur de muguet? Je veux un parfum à l'odeur de muguet. Et Edmond lui dit, mais écoute, il n'y a pas d'extrait de muguet. Donc il va falloir que je reconstitue, enfin il va falloir que je fasse une création de muguet. Et il lui dit, mais écoute, voilà, j'ai demandé à mon jardinier de me faire un carré de muguet, de planter un carré de muguet, je vais m'installer au milieu et sentir. Donc le jardinier fait ça, le mois de mai arrive, il se met au milieu et il prend des notes. Et il prend des notes le matin, le midi, le soir. Et il regarde toutes les phases de l'odeur du muguet. Et ça va lui servir, son carnet va lui servir à faire, pour moi qui est le paragon du muguet, qui est un parfum qui fut célèbre, qui l'est moins aujourd'hui, mais que je trouve absolument admirable. Et quand je dis admirable, ça veut dire que je suis toujours en admiration. Je me mets à genoux là devant. Waouh! Pour faire des trucs pareils, c'est génial. Et donc il a créé un parfum qui s'appelle Diorissimo. Alors je ne sais pas si vous connaissez Diorissimo, si certains d'entre vous ont déjà porté Diorissimo. Mais Diorissimo se trouve encore dans les magasins, alors je vous invite à le sentir, au moins à le sentir, et à le sentir toute la journée. Mettre sur une touche, voilà, vous sentez ce muguet qui est... C'est une représentation du muguet, ce n'est pas la réalité du muguet, mais je trouve ça merveilleux parce que quand vous le sentez, vous sentez toutes les phases du déploiement de l'odeur, du fait que le muguet, au débouché, c'est le matin, à midi il est ample et le soir il est charnel, merveilleux. Produits naturels, produits d'origine synthétique, les naturels, j'en compte à peu près 100. Naturel. Si je ne compte pas les variations, parce qu'à disposition, il y a 4 citrons, il y a 4 oranges, mais ça, c'est les origines qui font qu'il y en a plusieurs, mais quand même, c'est toujours du citron. Alors, il y a des petites différences, il y a des nuances dans les citrons, mais à la fin, c'est toujours du citron. Et dans ma manière de penser, enfin, mon style, ma manière de faire, c'est j'en ai choisi un, à tout jamais, c'est celui-là et ce n'est pas un autre. Il vient d'Italie, je trouve que c'est le meilleur. J'aime pas celui de la Côte d'Ivoire, j'aime moins celui du Brésil. Au sujet du citron, savez-vous que pour récolter la quantité nécessaire d'essence de citron annuelle, ça équivaut au territoire du Bordelais pour le vin? C'est énorme. Et on ne voit pas ça, mais... Alors j'ai fait j'ai fait juste un petit calcul pour voir le nombre de citronniers, le nombre d'hectares, etc. etc. Et puis, waouh, mais c'est le Bordelais en entier. Alors ceci est réparti, surtout au Brésil. C'est le Brésil qui fabrique le plus d'essence de citron. Alors le citron est fabriqué évidemment pour le jus de citron,
et pour l'essence de citron. Parce qu'en fait, quand on fait du jus de citron, on fait de l'essence. L'essence de citron, c'est un dérivé du jus de citron qui est beaucoup plus important que l'essence de citron. Mais voilà, des territoires immenses pour avoir un petit peu d'essence de citron. Naturel, voilà, une centaine de produits. Et les synthétiques, 10 000. On est dans les 10 000. Alors, je ne connais pas un parfumeur qui utilise 10 000 produits synthétiques, c'est pas vrai. Une collection de parfums du parfumeur, c'est-à-dire sa palette, en moyenne, c'est à peu près 1200 produits, chimiques et naturels. Ma palette personnelle, c'est 200. Et sur les 200, j'en utilise vraiment 120. Alors, ça ne veut pas dire que dans les parfums que je fais, il y a 120 produits. Ça veut dire qu'il y a 20, 30 produits que je choisis dans les 120. Les 80 autres, là, on ne sait jamais. Ça, c'est mes roues de secours. C'est on ne sait jamais. Je les mets de côté. Peut-être à un moment donné, je vais les utiliser. Alors, ça ne veut pas dire que ma collection est fermée, ça veut dire que la collection reste ouverte. Alors, elle est limitée, mais elle reste ouverte, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau, comme on vient me présenter un nouveau produit, si vraiment je trouve que le produit est intéressant, hop, il rentre dans la collection. Il y a peut-être un qui va sortir, parce que bon, je ne l'utilise plus. Mais voilà, mais une collection standard, c'est 1200 produits. Les raisons du peu de naturel, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la raison est économique. Et ce qui veut dire que, par exemple, il y a 2 essences de rose que utilisent les parfumeurs, c'est la Damascena. Mais il faut savoir que sur la Damascena, il faut 4 tonnes de fleurs, 4 tonnes de pétales de fleurs pour faire 1 kilo d'essence. Et le kilo d'essence, c'est 18 500 €. Ouais, tout de suite, vous voyez que le gramme coûte cher, là. C'est 18 € le gramme. La tubéreuse, c'est 4 tonnes aussi de tubéreuse, de fleurs de tubéreuse pour 1 kilo, mais le prix meilleur marché, c'est 8 000 € le kilo. Bon, 8 000, c'est déjà mieux. Ça fait que 8 € au gramme. Alors quand je parle de grammes, ça veut dire qu'une formule de parfum, c'est toujours sur 1 kilo. Ça se fait sur 1 kilo, et donc 1 gramme sur 1 kilo, ça représente assez peu de choses. Quant à la lavande, c'est quand même, la lavande, c'est quand même mieux, parce qu'il faut quand même 120 kilos de lavande pour faire 1 kilo d'essence. Le prix de l'essence de lavande aujourd'hui, c'est 135 €. Alors, vive la lavande. Mais la lavande est très attaquée et risque de disparaître dans les années futures, parce qu'il paraît-il, ça gratte. Alors, en aromathérapie, on en vend plein, mais en parfumerie, on nous dit que ça gratte. Donc, ça nous amuse beaucoup. Alors, évidemment, si vous mettez de l'essence pure comme ça sur la peau, je vous le déconseille, parce que là, ça posera quelques problèmes. Mais si vous mettez du parfum à la lavande, ça ne posera pas de problème. Mais bon, 4 tonnes pour 1 kilo, vous voyez, les pourcentages sont très, très, très faibles. Il en est ainsi de tous les produits que l'on fait en parfumerie. Et je vais vous raconter des petites histoires personnelles, parce que je m'intéresse tellement aux produits naturels. Enfin, je m'intéresse à la chimie comme aux produits naturels de la même manière. Mais avec les naturels, je vous donne je vous fais une révélation. À un moment donné, je voulais une essence de céleri feuille. Quand vous prenez le céleri, que vous faites pour les salades en été, etc., l'odeur absolument, absolument extraordinaire, je la trouve très très belle et très joyeuse comme ça. Et je vais voir une amie, parce que le céleri qu'on utilise en parfumerie vient des graines. Donc on distille les graines et on obtient une essence qui est la céleri, essence de graines. Mais la céleri de graines n'a pas la même odeur que la céleri des feuilles. Donc je vais voir une amie, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me faire une essence de céleri de feuilles? Oui, mais dans ce cas-là, il faut trouver un champ. Alors on a trouvé un champ en Belgique, et j'ai pris en charge les coûts, évidemment, et on a trouvé un champ en Belgique, et on a planté 1 hectare de céleri. Bon. On plante 1 hectare, au mois de juin, le céleri est en branche, voilà, et on coupe tout le céleri, et on distille tout ça à la vapeur d'eau, et on obtient 7 kilos d'essence pour l'hectare.
Alors on me montre l'essence, je sens, je dis oui, c'est bien, c'est ce que je désire. Alors, mon ami qui est spécialiste dans la fabrication des matières premières naturelles, c'est pour moi la Ferrari du produit naturel, c'est vraiment là, parfait. Et alors je lui dis, mais alors elle me fait, tu sais, mais il faut qu'on recommence une fois, parce qu'il faut voir si la qualité de la deuxième année est la même que la première année. Donc, 1 hectare à nouveau. Et hop, on recommence, 7 kilos à la fin, je sens, je compare, c'est parfait. Donc elle me donne des 14 kilos, je vais pouvoir travailler avec. Puis pendant ce temps-là, je dis, écoute, attends. Et je commence à travailler. Alors je commence à travailler une formule, et je voulais vraiment utiliser cette essence de céleri, parce que pour son odeur, et voilà, travailler sur ce côté joyeux, rieur, été, enfin, que pouvait donner le céleri. Alors j'en mets 1%, ça sent rien. J'en mets 3%, ça sent rien. J'en mets 5%, ça sent pas. C'est-à-dire que je découvre pas, je ne peux pas sentir l'odeur de céleri. J'en mets 10%, ah oui, je commence à sentir le céleri. C'est-à-dire que l'association des notes que j'avais mis, et en fait j'avais travaillé pour que le céleri soit là en premier. Ben, même à 10%, c'était à peine. Là, je lui demande, tu peux me dire le prix de l'essence de céleri? Ah ben là, écoute, avec l'essence, on va tourner autour de 1 800 €. Ah, bon. 1 800 €, 100 grammes, ah, j'ai déjà 180 € de prix dans ma formule. Combien vous achetez le parfum, là? 180 €. Et pourtant, je n'ai que 10%. Je dis, écoute, bon, on arrête. J'ai une autre expérience avec mon ami Olivier Rollinger. Parce que comme il est dans les épices, il me fournit des épices. On a mis au point ensemble le poivre Timut, parce que ça avait une belle odeur de pamplemousse qui m'intéressait, de fruits de passion et de pamplemousse que je pouvais utiliser. Alors ça a marché. Et puis j'avais trouvé un poivre chez lui qui sentait le côté marin. C'est un poivre long, il y avait des effets marins. Et puis je dis, écoute, Olivier, tu me donnes 1 kilo. Alors, j'ai son kilo, je vais voir mon ami, tu me distilles 1 kilo, et puis je sens ce que ça a donné. Alors je sens, oui, le côté marin était là, mais tu peux me donner le rendement? 0,01%. Oui, alors là, on dépassait les 100 000 €. On arrête. Voilà, ça c'est le travail des produits naturels. Alors il y a des choses absolument extraordinaires, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des produits à disposition qui étaient merveilleux, mais vous voyez les difficultés que en parfumerie on rencontre, mais que j'aime faire, continuer à travailler, trouver, etc. Donc le prix, c'est le côté économique, hein, c'est les problèmes de rendement. Puis aussi les surfaces pour cultiver, parce que quand je vous dis qu'il faut une surface de Bordelais pour le citron, attendez, on ne se trouve pas partout. Voilà. Aujourd'hui, il y a le problème de toxicité, qui fait que certaines matières premières ont disparu. On faisait des essences de feuilles de figuier, on faisait un extrait de feuilles de figuier, pas une essence, un extrait de feuilles de figuier. Mais la feuille de figuier, dermatologiquement, elle est très irritante. Donc ça, vous le savez, parce qu'il y a des gens qui, en touchant le lait de figuier, ont des irritations. Donc ça a été interdit. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui disparaissent, ou des choses qui sont très limitées en emploi, comme la tagette, qui est l'œillet d'Inde. Et l'œillet d'Inde, je peux l'utiliser qu'à 1 pour 1000 et pas plus, quoi. Donc quand on arrive à une formulation où il y a 1 pour 1000 d'une matière première, c'est quasiment inutile de l'utiliser, parce que ça n'a plus aucun effet dans une formule. Personnellement, je fais des formules très très courtes, avec entre 15 et 30 produits. Une formule de parfumerie peut aller jusqu'à 400-500 matières premières. Je veux dire, nos anciens formulaient compliqué. Et quand je dis compliqué, ça voulait dire 400-500 matières. Ça pouvait donner de merveilleux parfums. Mais derrière cette complication, c'était la notion de virtuosité. Il y avait 2 notions qui étaient la virtuosité et le secret. Comme leur patron ne comprenait rien en parfumerie, vous voyez,
j'utilise 500 produits, c'est que je suis doué, quoi. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est compliqué. Puis il y a la notion du secret. Surtout que je ne sois pas copiable. Mais la chromatographie est arrivée, la machine à chromatographie est arrivée. Alors évidemment, une fois qu'on est passé à la chromatographie identifiait toutes les molécules contenues dans ces parfums. Problème qui arrive, c'est que la chromatographie vous analyse tout, mais ne vous dit pas tout. Parce que, je vous donne un exemple, la lavande a les mêmes composants, quasiment les mêmes composants que la bergamote, que la sauge clarée. Ce qui fait qu'à la fin, et je pourrais en donner d'autres, ce qui fait qu'à la fin, c'est « Ah oui, mais là, les composants que je trouve, ils viennent de la bergamote, ils viennent de la lavande, ou ils viennent de la sauge clarée. » Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que seul le nez est capable de dire si c'est de la lavande, de la sauge clarée ou de la bergamote. Le nez est capable de faire comme ça, de faire des associations qui font que, oui, ça c'est de la bergamote. La machine, elle dit linalol, acétyllinalyle, pinène, alpha-pinène, limonène, etc., etc., etc. Mais c'est quoi ce truc-là? Voilà. Alors, le nez est un merveilleux outil, et croyez-moi, ça, chapeau, hein. Ça marche mieux que la machine, et il n'y a aucune machine qui marche mieux que le nez. Aucune. Même avec les ordinateurs derrière, les intelligences artificielles, il n'y en a aucune qui est capable de faire ce que le nez est capable de faire, de détecter avec précision. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors il faut un nez entraîné, évidemment. Un nez qui a travaillé. Mais bon, les sommeliers font la même chose, hein. Voilà. J'ai appris récemment une chose ça m'a intéressé, c'est que les composants odorants, enfin les plantes, étaient composés de métabolites. C'est un mot que je ne connaissais pas, métabolites, et qui sont des substances qui sont fabriquées par le métabolisme des plantes. Et il y a deux formes de métabolites, soit les primaires, soit les secondaires. Les primaires sont considérés pour la croissance de la plante. C'est eux qui influencent la croissance de la plante. Et les secondaires, c'est l'attraction ou la défense de la plante. 80% des plantes sont des métabolites secondaires. Là où ça devient intéressant, c'est que on peut tirer, on travaille là-dessus en biochimie, ce qu'on appelle la chimie verte. J'aime pas le terme de chimie verte parce que c'est de la biochimie, c'est autre chose, de la chimie, voilà. Parce que la chimie verte, là, il y a un truc qui... Attendez, c'est comme l'économie verte, vous voyez, à peu près. C'est du talk de marketing, ça. Ça intéresse donc des producteurs de matières premières pour la parfumerie. Parce que c'est plus de la chimie directe, mais c'est de la chimie, c'est du travail biotechnique sur les plantes. Et on s'est aperçu, enfin, ce qu'on est arrivé ces derniers temps, c'est à faire de la vanilline à partir de plantes comme ça, à faire de quelques nouveaux corps comme le patchouli. On fait du patchouli maintenant, non pas avec des feuilles de patchouli, mais avec la canne à sucre. Ça sent le patchouli, c'est pas tout à fait du patchouli, mais ça sent vraiment le patchouli. Ah oui, je peux vous tromper avec ça. Alors, l'avantage de faire ça, alors il y a des avantages directement, il y a toujours des avantages économiques, c'est ce qui pousse la recherche, évidemment, parce que derrière toute recherche, il y a quand même des gens qui se disent il faut gagner du pognon, quoi. Alors, la canne à sucre, c'est intéressant parce qu'on arrive à avoir un patchouli, une essence de patchouli qui n'est pas du patchouli, mais qui est quand même sans le patchouli, mais avec un prix toujours stable. Alors que le patchouli, en ce moment, par exemple, l'essence de patchouli est à 180 € le kilo. Normalement, elle est à 35. Alors, vous voyez, les formules de parfum, les coûts des formules de parfum, elles changent. Et donc, ça a un incident économique direct sur le marché. Quand un débutant qui veut faire de la parfumerie entre en parfumerie, la première chose qu'il voit, il rentre dans une pièce avec des collections de flacons. Il y a d'énormes flacons. Ils sont tous classés par ordre alphabétique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 1200.
Et puis, on lui dit, mais tu sais, pour composer un parfum, il va falloir que tu mettes tout ça en mémoire. Toutes les odeurs, ce n'est pas les noms en mémoire, c'est les odeurs d'abord, les noms après. Mais c'est d'abord les odeurs. Les noms, oui, ça va être utile pour pour l'écriture, mais c'est d'abord les odeurs. Il va falloir que tu mettes toutes ces odeurs en mémoire. Parce que quand on compose un parfum, on le compose d'abord dans la tête. C'est-à-dire que, tel que vous me voyez là, si vous me dites orange, je sens l'orange. C'est-à-dire que je sens l'orange, c'est pas il y a le mot, mais je sens l'odeur. Je veux dire, je suis capable de mémoriser l'odeur. Enfin, je l'ai en mémoire, cette odeur. Et non seulement j'ai en mémoire l'odeur, mais je peux faire des mélanges dans la tête. Alors, c'est des mélanges simples, mais je peux faire des mélanges. C'est-à-dire, je peux imaginer, si je mélange ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est intéressant. Et ensuite, je l'écris. Donc, c'est vraiment du travail au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau. La même chose qu'un compositeur de musique, hein, c'est-à-dire qu'il a une mélodie dans la tête, il va l'écrire, il la transcrit sur papier, et puis après il la rejoue pour voir si ça correspond à l'idée qu'il avait. Ensuite, il corrige. Moi, je fais la même chose. Une idée dans la tête, olfactive, je la transcris sur papier, et ensuite, je vais la peser pour voir si l'idée que j'ai dans la tête correspond au résultat que j'ai mis sur papier. Donc, première chose à faire, il faut mettre toutes ces odeurs dans la tête. Ça prend du temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Alors, on estime qu'il faut à peu près 2 ans pour se mettre ça dans la tête. C'est comme se mettre un vocabulaire, une nouvelle langue dans la tête. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous mettez votre temps pour apprendre une nouvelle langue. Il faut mettre des mots dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 ans, vous êtes un parfumeur. Ça veut dire que vous maniez une langue plus ou moins bien. Avec 2 années d'anglais, ce n'est pas parfait quand vous parlez. Hein. Il faut avoir une pratique un peu plus longue. Là, c'est la même chose. Donc, au début, ce n'est pas terrible, mais on commence. Donc, voilà, première chose. Pour aider nos élèves, alors il y a des classifications olfactives. Alors, les classifications, chacun a ses classifications, mais on va dire en normal qu'il y a les odeurs florales, les odeurs fruitées, les odeurs herbacées, les odeurs épicées, les odeurs douces, les odeurs animales, les odeurs marines et les odeurs minérales. Qui se surdivisent. Dans les odeurs florales, il y a les odeurs rosées, odeurs de rose. Odeurs de rose, on met par exemple le muguet et la pivoine, qui ont des odeurs de rose. Là, la pivoine, c'est entre rose et muguet, et le muguet, c'est entre rose et jasmin, mais on considère comme une note rosée. Puis il y a les odeurs, ce qu'on appelle blanches, les fleurs blanches. Les fleurs blanches, c'est le jasmin, la tubéreuse, les fleurs d'oranger, qui ont des odeurs très, très envoûtantes, très chaleureuses, très sensuelles. Et justement, elles ont ces cycles qui sont absolument merveilleux. Et voilà. Et donc, on les appelle les fleurs blanches parce que toutes les fleurs blanches ont en commun à peu près les mêmes composants, plus ou moins, et elles sont particulières. Et puis, il y a ce que j'appelle les fleurs jaunes. Alors, les fleurs jaunes, ah oui, là, ça vous fait réfléchir. Alors, pourquoi les fleurs jaunes? On s'est aperçu qu'il y a un pigment dans les fleurs jaunes qui se transforme en une molécule qui s'appelle ionone. Hein, voilà. Et le pigment, c'est la caroténoïde. Voilà. La caroténoïde qui donne la couleur à la carotte, qui donne la couleur de jaune, mais par transformation, par oxydation comme ça à la lumière, elle se transforme en une molécule qui s'appelle l'ionone. L'ionone, pendant très longtemps, elle a eu une odeur elle était associée à l'odeur de violette. Plus maintenant. On a évolué sur la manière de sentir l'odeur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sent plus la violette, ça veut dire qu'elle a la violette plus d'autres choses. Je vous explique. C'est assez amusant. Pendant très longtemps, donc, l'ione corps chimique a été découvert au début du XXe siècle, en 1905-1910, par là. Je n'ai plus exactement la date. Et le travail sur l'ionone venait du travail qui a été fait sur l'iris. Et d'un seul coup, en travaillant sur l'iris, on a trouvé une molécule
qu'on appelait ionon, parce qu'on a trouvé que l'odeur, voilà, ionon, ça voulait dire, en grec, ça voulait dire violette, donc voilà, on lui a mis le mot de violette, et donc pendant très 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 longtemps, l'ionon a été associé à l'odeur de violette. Ce qui fait, je vous rappelle, si vous avez lu la littérature de Flaubert, de Stendhal, etc., et même de chez Giono, il y a énormément de romans où les femmes se parfument la violette. La conséquence elle était là. Et puis à l'époque, on aimait cette odeur de violette. Ça avait une odeur de coiffeur aussi, merveilleuse. Et dans les années 90, la société Dior est venue me voir en me disant, écoutez, voilà, on voudrait renouveler le sauvage, qui le sauvage datait des années 60. Est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose qui soit différent? Et j'ai imaginé une odeur de thé. Le thé qui va sortir sur le marché beaucoup plus tard chez Bulgari, mais l'odeur de thé. Donc je suis initiateur de cette tendance, l'odeur de thé. Et pour faire le thé, j'ai utilisé l'ionone en association avec une autre molécule qui s'appelle l'édione. L'édione vient du jasmin. Donc ionone, violette, plus jasmin égale thé, odeur de thé. Il faut être parfumeur pour inventer des trucs dingues comme ça. Mais je vous assure que ça marche. Ça couillonne tout le monde. Hein. Et alors depuis, l'odeur de l'ionone, voilà, c'est le thé. Résultat, quand on veut faire un thé, tout le monde met de l'ionone. Parce que ça sert à faire de l'odeur du thé. Plus loin, l'ionone, je l'ai utilisé pour des odeurs boisées. Ça marche très 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 bien. Ça a fait déclaration pour Cartier. Ce que j'essaie de vous dire, là, de vous faire passer, c'est qu'une odeur n'est pas utilisée que pour une seule chose. On peut changer le sens d'une odeur comme on change le sens des mots. Les mots n'ont pas les mêmes significations au cours des siècles. Ils changent de sens. Les odeurs, c'est la même chose. Je peux les faire changer de sens, mais il faut être parfumeur pour faire changer de sens. C'est-à-dire, c'est un métier. Et donc, je lui donne d'autres spécificités, d'autres sens qui font que, non, je les perçois maintenant différemment. Mon métier, c'est pour ça que je me considère comme artiste, mon métier, c'est de vous faire voir autrement les odeurs, sans que vous en soyez conscient. Mais je vous amène ailleurs. Et j'aime bien vous amener ailleurs. Donc, les fleurs jaunes, les fleurs épicées. Alors, dans les épicées, il y a l'œillet. L'œillet, je le considère comme une fleur épicée. Alors, les Italiens l'avaient bien compris. Parce que l'œillet, ils appellent ça en Italie garofano. Et garofano, que vuol dire? Alors ça veut dire tout simplement, ça veut dire clou de girofle. Et ils ont baptisé les œillets clou de girofle, garofano. Clove di garofano. Et, merveilleux, les Italiens avaient compris que l'œillet sentait le clou de girofle. Et le clou de girofle, c'est une épice qui contient une substance qui s'appelle le génol, caractéristique, vous en avez parlé hier, voilà, dans les feuilles de cannelier. Et pour les dentistes, voilà. Donc il y a les fleurs épicées, et puis après il y a les fleurs à odeur anisée. On trouve des fleurs comme ça, des odeurs anisées dans les glycines, dans les wisteria, dans les lilas, voilà. Donc on classifie comme ça les notes florales, puis après des dérivés. Après, il y a ce qu'on appelle les fruités. Alors, dans les fruités, il y a les agrumes, tous les agrumes, bergamote, mandarine, citron, lime, etc. Et puis, il y a les autres fruits. Les autres fruits, alors dans les fruits, il y a peu de fruits qui sont utilisés naturels, mis à part les bourgeons de cassis, qui sont utilisés en parfumerie. Le cassis utilise, voilà, ça vient vraiment du bourgeon de cassis, qui est utilisé en parfumerie. À l'origine, la personne qui a inventé, qui a utilisé l'absolu de bourgeon de cassis dans les parfums, enfin qui a inventé l'absolu de bourgeon de cassis, il venait de Bourgogne. Et en Bourgogne, à un moment donné, il y a eu des problèmes avec les vignes. Alors à un moment donné, les Bourguignons se sont dit, comme ils fabriquaient beaucoup de liqueurs de cassis, et que ça marchait très bien, ils se sont dit, on va planter encore un peu plus de cassis, parce que si la vigne s'est terminée, on aura toujours le cassis. Et pour renforcer les liqueurs de cassis, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils mettaient des bourgeons de cassis. Les bourgeons de cassis ont énormément de parfum. Donc ils faisaient des décoctions de bourgeons de cassis et ensuite, dans le jus des grains de cassis, des fruits de cassis, ils mettaient un peu de bourgeons de cassis. Et notre homme, qui était dans les matières premières naturelles, avait dit, mais ça serait peut-être intéressant de faire ça. Voilà. Et alors, dans les années 80, est apparue une nouvelle matière première naturelle, qui s'est appelée bourgeon de cassis, qu'on a utilisé dans pas mal de parfums, et entre autres, peut-être quelque chose que vous avez rencontré, vu, pris, qui était le mûr et musc de Jean Laporte. Alors, voilà, ce mûr et musc de Jean Laporte, il y a du cassis, il était malin, il avait fait un accord de musc qui ne sent pas le musc et de cassis. Il avait bien compris que le musc avait un côté très sucré. Voilà. Sinon, c'est tout de la synthèse. C'est-à-dire que pour faire une pomme, une poire, je vous fais ça avec des produits synthétiques. Et il ne m'en faut pas beaucoup pour 2-3 molécules et ça sent la poire, 2-3 molécules, ça sent la pomme, etc., etc. Je peux refaire tous les fruits comme ça, tous les fruits exotiques. Voilà, la facilité. Après, je vous ai parlé des herbacées. Alors, dans les herbacées, il y a les notes vertes. Alors, le mot vert, c'est encore une couleur. Mais peut-être c'est là l'endroit où, pour moi, ça marche le mieux, parce que vert, c'est l'odeur de l'herbe coupée. Vous savez, quand vous passez à la tondeuse à gazon, ça sent l'herbe coupée, mais c'est ce qu'on appelle une odeur verte. Alors, quand on veut du vert dans le parfum, on met de l'herbe coupée. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle aromatique. Alors, c'est thym, serpolet, romarin, voilà, c'est la lavande, etc. Et voilà. Et après, dans les herbacées, il y a les anisés aussi, comme l'estragon et le basilic, qu'on considère comme une odeur anisée. Dans les épices, je considère qu'il y a les épices chaudes et les épices froides. En cuisine, vous avez la distinction entre les épices courtes en bouche et longues en bouche. Je vous donne un exemple. Le poivre, c'est court en bouche. C'est-à-dire, vous mettez du poivre, vous mangez, pop, vous avez un effet tout de suite, il disparaît. La cannelle, alors là, c'est long, en bouche. Manger un strudel, vous en avez pour des jours et des jours. Voilà. Donc, il y a les épices. Alors, converti en parfumerie, c'est devenu court, enfin, c'est devenu froid, c'est-à-dire comme la cardamome, comme la coriandre, comme le poivre, c'est-à-dire que c'est des odeurs spontanées qui partent, qui fusent, voilà. Puis après, les épices longues, comme le clou de girofle, comme la cannelle, voilà. Et qui, elles durent. Donc, elles ont une durée dans le temps. Alors, souvent, dans la plupart des compositions, les parfumeurs utilisent les deux, un pour la spontanéité, l'autre pour la tenue dans le temps. Comme ça, il y a le relais qui se fait. Voilà. Après, il y a les doux. Alors, il y a plusieurs formes de doux. Il y a le doux vanillé, vous connaissez tous. Alors, le grand doux, c'est la vanilline, évidemment. La vanilline, c'est 1200 tonnes par an. La vanille réelle, c'est 2 tonnes. Alors, c'est surprenant, c'est-à-dire que quand on a fait avec des enfants, on a fait des tests on a fait des yaourts à la vanilline et des yaourts à la vanille naturelle. Les enfants préfèrent à la vanille synthétique. Pour eux, c'est ça, l'odeur de vanille. C'est pas l'odeur naturelle, la vanille naturelle. Non, c'est pas ça, j'aime pas. Et oui, il y a une question d'entraînement de culture, à nouveau, comme vous avez dit, c'est un problème culturel. Après, il y a ce qu'on appelle la coumarine. La coumarine, ça, c'est la fève tonka. Fève tonka, l'arbre s'appelait le coumaron. Ça, c'était l'arbre. Et du nom de l'arbre, on a fait un produit de synthèse qui s'appelle la coumarine. Et coumarine qu'on retrouve dans le foin, dans les foins. L'odeur du foin, c'est l'odeur de coumarine. Et puis, il y a tous les muscs de synthèse, que j'appelle moi les sirops de sucre, parce que la plupart du temps, dans les parfums, on en met énormément. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on en met énormément de musc. Alors, pour les parfumeurs, c'est un avantage, c'est que ça lisse tout. C'est-à-dire que si j'en mets 10, 20, 30% dans une formule de parfum, ce qui arrive couramment,
Ben, tout ce qui sort là, je mets du muscle et bouf, plus rien ne sort. Tout est uniforme, c'est harmonieux, c'est parfait. C'est comme si j'avais mis beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. L'autre chose sur les muscles, ça c'est intéressant. Dans les années 50, on commence à utiliser des muscles de synthèse dans les lessives. Les années 50, c'est le moment où on découvre en France les lessives qui sont venues des États-Unis. Et les lessives sont parfumées avec quoi? Avec du musc. Alors pourquoi c'est parfumé? Parce que ça rend les odeurs du linge agréables. Et le musc a quelque chose de particulier, c'est que le musc ne se dilue pas dans l'eau. Donc il s'accroche aux fibres de vos vêtements. Ce qui fait qu'une fois que les linges sont lavés, mis à sécher et repassés, et surtout quand vous repassez, je repasse l'odeur du musc. Deuxième chose, vous portez le vêtement, votre peau sent le musc. Et si j'analysais votre peau, je pourrais retrouver des traces comme ça, des micro-traces de musc sur votre peau. Et quand je fais sentir le musc synthétique comme ça à des gens qui viennent me voir au laboratoire, ils me disent « Ah, ça sent bon, ça sent moi ». Ah, le moi, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler hein, quand vous êtes parfumeur. Surtout les parfums masculins, on en met 30% de musc. Alors je vous annonce une chose, c'est que dans Terre d'Hermès, il n'y a pas de musc. Parce que le défi, moi j'avais un défi à faire, c'est qu'il fallait que je trouve une nouvelle odeur, mais l'idée me plaisait que de le faire sans musc, sans moi. Et ça a marché. Alors donc après, il y a les odeurs, ce qu'on appelle les odeurs animales. Donc les odeurs animales, il y a les notes du castoreum, qui a une odeur de cuir, qu'on peut remplacer par du bouleau. Par exemple, dans Chalimard, l'odeur du castoreum vient du bouleau, et non pas du casseau. Alors évidemment, ça trompe tout le monde. Mais oui, mais voilà, les parfumeurs sont des illusionnistes, c'est des magiciens. Et on aime ça. Ensuite, il y a la civette. La civette qui est aujourd'hui plutôt synthétique que naturelle. Ça sent la merde, mais ça sent bon la merde. Alors évidemment, comme ça, je vous choque, évidemment, mais je vous assure que si je mets de la civette dans une rose, qu'est-ce qu'elle sent bon. Et alors, vous ne sentez pas la rose, vous ne sentez pas la civette, vous ne sentez pas la merde, mais vous dites, qu'est-ce qu'elle est chaude, qu'est-ce qu'elle est ample, qu'est-ce qu'elle est chaleureuse, qu'est-ce qu'elle... Oh, waouh, merveilleux. Et dedans, la civette, j'adore mettre de la civette pour ça, parce que ça marche à tous les coups. Et puis, il y a l'ambre de parfumerie. L'ambre de parfumerie, alors il y a l'ambre gris, et puis il y a ce qu'on appelle l'ambre de parfumerie, qui est autre chose. L'ambre de parfumerie, c'est une combinaison de vanilline et de labdanum, de cistalabdanum. Il y a un parfumeur a trouvé ça au début du XXe siècle. Je n'ai jamais retrouvé le nom du parfumeur qui a inventé ça, mais je le félicite, parce que vraiment, il mérite toute mon admiration d'avoir trouvé cette combinaison de vanilline et de labdanum. Surtout que la vanilline, dans son ambre, c'est 90%, et il y a 10% de labdanum. Donc c'est un mélange 9-1. Le labdanum fait tout l'effet sur la vanilline. Et c'est extraordinaire parce que quand Guerlain a senti ça, la signature Guerlain, c'est ça. C'est vanilline et labdanum. C'est ça l'astuce. Et ça a donné une ampleur, une douceur, une sensualité. Waouh! Et quand vous faites du Guerlain, voilà, faites un accord bergamote, vanilline, labdanum, vous avez Chalimard. Hein, et un petit coup de boulot, là, pouf, vous voyez. Donc je vous ai donné la recette là, pour le Chalimard. Alors pourquoi écrivain d'odeur? Parce que j'aimerais bien, d'abord, vous le voyez, j'aime bien raconter des histoires, et je raconte des histoires dans mes parfums. Et d'autre part, parmi les moyens pour approcher les odeurs, pour décrire une odeur, d'abord, vous avez l'odeur pour ce qu'elle est, pour sa source. La rose sent la rose, le jasmin sent le jasmin, etc., etc. La rhubarbe sent la rhubarbe, nanana. Mais, il y a des choses plus intéressantes que ça, parce que ça, on ne va pas très loin avec ça. Il y a les mots du toucher. Alors, il y a
ça remonte aux années 80-90. Je me suis intéressé à la sémiologie. Et je travaillais avec Louvain, et puis on a fait un travail sur comment sentaient les gens, quels étaient les mots qu'ils utilisaient pour décrire les odeurs. Alors 50% des mots, c'est directement, ça sent le shampoing, ça sent le savon, ça sent la rose, etc., le citron. 30%, c'était des mots du toucher. Ah, intéressant. Le toucher, c'est une odeur caressante, une odeur douce, une odeur rêche. C'est dur. Ah. Il y a des odeurs montantes, il y a des odeurs verticales, des odeurs souples, il y a des odeurs légères. On est dans les mots du toucher. Ça m'a très, très intéressé. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que ça permet de construire un parfum. Est-ce que je veux quelque chose de léger? Est-ce que je veux quelque chose de souple? Est-ce que je veux de la dureté dans mon parfum? Est-ce que je veux de la nervosité? Alors, comment je vais faire de la nervosité? Parce que je n'ai pas un absolu de nerfs. Non, mais j'ai des odeurs qui sont nerveuses. J'ai des odeurs qui sont paresseuses. J'ai des odeurs lénifiantes. Enfin bref, tout ce matériel olfactif que j'ai, je peux le décomposer. C'est-à-dire qu'un citron a du montant, du piquant, voilà. Mais le santal, c'est mou. C'est très, très mou. Un cèdre, c'est vertical, c'est dur, c'est sec. Ah. Et donc, moi, en tant que parfumeur, je veux donner de la dureté, de la sécheresse, du montant, cèdre. Je n'ai pas que le cèdre, j'en ai d'autres. Mais voilà. Je venais du doux. Dans le doux dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que je vais utiliser la coumarine, la vanilline ou les muscs? Ces mots du toucher me permettaient à structurer un parfum et à donner une idée de ce que je voulais donner comme effet au parfum. Vous voulez un parfum léger? Par ça, je vais le travailler comme ça. Vous voulez un parfum dur? Je vais le travailler comme ça. Vous voulez un parfum, etc., etc. Donc, je m'amuse avec ça. Donc, ces mots du toucher étaient intéressants et touchaient directement le public, puisque le public l'associait avec les mots du toucher. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai utilisé, je conçois l'odeur, c'est-à-dire à travers un vocabulaire plus explicite, qui me donne plus d'informations que la rose, c'est la rose. Ce n'est pas suffisant. Je veux autre chose que ça. Pour mettre du sourire dans un parfum, je mets de la mandarine. Parce que la mandarine, je trouvais ça... Il n'y a pas plus souriant pour moi que la mandarine. Alors, paf, un peu de mandarine. Peut-être vous n'allez pas la sentir, mais moi, je vais mettre un petit peu de mandarine pour créer du sourire quand vous allez le sentir. J'ai d'autres astuces aussi, parce que j'ai plein d'astuces comme ça. Je trouve des astuces pour me renouveler en permanence. Comme ça. Mais voilà, c'est comme ça que là, vous commencez à approcher mon métier. Mais vous comprenez bien que ça demande énormément... Enfin, derrière, il y a du travail, il y a de la réflexion, c'est un métier de... Enfin, on fait ça à vie, et puis quand on a terminé sa vie, on n'a pas terminé en fait. Le problème, c'est qu'il faut s'arrêter à un moment donné, quoi. Il y a des choses aussi à mettre dans une mémoire de parfumeur, il y a des choses à savoir, c'est le côté très fonctionnel de l'odeur, c'est l'intensité, la durée, le coût. Alors il y a des odeurs très intenses, puis il y a des odeurs qui sont très très faibles, peu intenses. Puis il y a des odeurs qui sont dans la durée, très longues, puis il y a des odeurs qui sont très courtes. Je vous donne un exemple. L'acétate d'amyle, c'est un composant qu'on retrouve qui a l'odeur de la banane, et c'est ce que quand vous buvez du Beaujolais, l'odeur du Beaujolais, c'est l'acétate d'amyle. Donc, ça sent la banane. Oui, c'est l'acétate d'amyle. Bon, très bien. Merveilleux pour l'acétate d'amyle, c'est que l'acétate d'amyle, c'est 1 minute montre en main sur une touche. Au bout d'1 minute, il n'y a plus d'odeur. Mais, le déclic, vous l'avez eu. La banane, vous l'avez eu. Après, elle a disparu, elle n'est plus là, il y a d'autres choses. Et puis, il y a des odeurs qui peuvent durer des jours, des heures, des jours. Par exemple, les extraits de mousse d'arbre, de mousse de chêne, des extraits de lichen. Ça dure des mois, vraiment des mois. Et si vous les mettez sur des vêtements, alors c'est des années. Alors, en parfumerie, ce n'est pas très utile, puis j'évite ça, parce que si jamais j'ai des parfums qui durent des années, je ne vais pas en vendre beaucoup. C'est pas terrible, ça. Mais bon, il faut avoir aussi cette information en tête,
de la durée de chaque ingrédient, autant des produits naturels que des produits de synthèse. Donc si j'utilise ça, oui, ça va partir, ça commence au début, là, et puis ça va disparaître, et puis après, il me faut des relais, voilà, etc., etc. Les muscles, ça dure très très longtemps sur la peau. Ça sent pas grand-chose, mais c'est là. Et voilà, je voulais en arriver à la composition, à la création de parfums. Alors souvent, on me pose la question de l'inspiration. C'est un mot que j'aime pas trop parce que le mot inspiration voudrait dire que c'est presque programmé ou quelque chose comme ça. Il y a ce que j'appelle des déclics, des idées. Et c'est comme ça que commence la création de parfums. Alors d'un côté, au point de vue industriel, il y a le marketing qui vient vous voir en disant avec un brief, ce qu'ils appellent ça un brief. Voilà. Je veux que vous me fassiez un parfum qui ressemble à cette femme. On vous montre des tas d'images sur cette femme. Je n'ai jamais vu de femme comme ça dans la rue, mais bon. Alors, elle est habillée comme ça, elle est habillée comme ça. Alors, elle est femme, elle est mère, elle est grand-mère, elle est tout à la fois. Faites-moi un parfum qui ressemble à celle-là. Une fois que vous avez lu le brief, vous dites, mon Dieu, quelle connerie, alors. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Alors, comme on était assez malin, on a écouté les mots, et la prochaine fois quand ils viennent, on utilise les mots qu'ils nous ont donnés. Pas trop con, hein? Vous voulez une femme comme ça, on va vous la refiler, hein? Et les parfums, vous avez 10 parfums qu'on leur présente, 10 parfums différents, hein? C'est merveilleux le marketing. Non, alors j'attaque énormément le marketing, mais le marketing m'adore, hein, parce que je leur fais un discours, ils n'ont pas l'habitude d'entendre, ça leur plaît beaucoup, et puis je les démolis à chaque fois, donc tout va bien. Et puis, il y a les démarches que j'appelle créatives. Alors je suis un fan de Giono, je me suis même administrateur de Giono, alors, à tel point que dans une biographie qui s'appelle Jean le Bleu, un livre que j'aime beaucoup, Jean le Bleu, et dans Jean le Bleu, la deuxième page, il écrit son père était cordonnier, et dit « Mon père cordonnier faisait des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. » Ah, les bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Moi, quand je suis tombé sur cette lettre, sur cette phrase-là, j'étais chez Hermès, mais j'ai dit « Mais c'est Hermès, des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. » Tout est là, tout est marqué. Et comme j'avais senti les cuirs dans la cave à cuir de chez Hermès, je dis oui, voilà. Il faut que je parte il faut que je fasse un parfum que je vais appeler cuir d'ange. Alors j'ai appelé Sylvie Giono, qui est la fille de Giono. Je dis écoute Sylvie, est-ce que je peux utiliser... Je connais bien Sylvie, c'est une copine. Alors Sylvie, est-ce que je peux utiliser le mot cuir d'ange que ton père, nanana? Oui. Non déposé. Et puis je commence à travailler sur un cuir d'ange. Alors puis un cuir, je ne voulais pas faire un cuir comme les cuirs de Russie qui ont paru dans les années 20 avec les Russes, les ballets russes, etc. Et que Chanel était là. Chanel avait été mécène de ces ballets. Et vous avez sorti un cuir de Russie qui utilisait énormément de goudron, enfin de bouleau de goudron. La raison, c'est que le bouleau de goudron est utilisé pour tanner les cuirs. Et donc, je voulais surtout pas ça. Je voulais un cuir qui soit souple, qui soit léger, qui soit tendre. Et parce que j'avais senti dans la cave à cuir des cuirs d'une finesse, d'une beauté, des effets poudrés comme ça, merveilleux, et d'une légèreté, que je trouvais ça absolument extraordinaire. Alors je commence à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2005 par là, 2005-2006. Et alors je travaille, non, ça ne me plaît pas, ça ne va pas du tout. Alors, je mets de côté. Alors les démarches en création, des fois ça va vite, des fois je vais vous montrer tout à l'heure, je vais expliquer avec un truc qui va vite. Là, c'est long. Alors, non, c'est pas ça, non, c'est pas comme ça que je le veux. Alors, à la fois, je sais ce que je veux parce qu'en fait, je ne sais pas où je vais. Ça paraît paradoxal, mais
j'ai une idée dans la tête, et alors je peux avancer en disant non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Mais le fait de dire que je sais, c'est pas ça, ça veut dire que derrière, à quelque part, je sais je sais ce que je veux, puisque je ne veux pas ça. Ça veut dire quand même qu'il y a un désir au bout. Et c'est ça c'est assez difficile à faire comprendre, à te faire admettre. C'est-à-dire que vous avez une idée, mais une idée que vous n'arrivez pas à concrétiser en mots. Pourtant, elle est là, l'idée. Et donc, j'avance, pas ça, pas ça, pas ça. Et puis, en principe, le système en parfumerie, c'est quand ça ne va pas, vous mettez de côté, vous retravaillez 15 jours après, un mois après, et puis vous ressentez, ah oui, on va retravailler comme ci, on va retravailler comme ça. Puis, non, ça ne va pas, alors, etc., etc. J'ai mis 10 ans. Oui, c'est long, oui. Oui, ça a été le plus long, celui-là. 10 ans pour, à un moment donné, dire, ah oui, là, je l'ai. C'est bon, comme ça. Puis on l'a mis dans le magasin Hermès, sous le nom de cuir d'ange. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est le processus de création. L'autre processus de création, c'est le jardin en Méditerranée, que je vais vous expliquer. Le jardin en Méditerranée, c'est quand je rentre chez Hermès. C'est à cause de ça que je suis rentré chez Hermès. On me téléphone en disant, écoute, voilà, tu es méditerranéen, on a pensé à toi. Et on aimerait que tu viennes dans le jardin de Leila Manchari. Leila Manchari, c'était celle qui faisait les vitrines du Faubourg Saint-Honoré, qui faisait les vitrines de chez Hermès. Voilà, elle faisait 4 fois par an, elle faisait les vitrines. Et c'était toujours assez merveilleux. Enfin, c'était toujours merveilleux. Et donc, je vais voir Leila Manchari, qui est en Tunisie, à Mamet. Puis on me dit, écoute, voilà... on avait le nom, c'était le jardin en Méditerranée, et il faut que tu nous fasses le parfum qui va rentrer dans le flacon. Bon. Ben, ouais, voilà. Alors j'arrive, il faut imaginer, c'est que quand j'arrive, derrière, il y a du monde. Hein. Le marketing est là, la présidente des parfums est là, le personnel de communication est là, et moi, je suis là. Et ouais, mais le boulot, c'est moi. Alors, Leila est une belle personne, très belle personne que moi j'ai beaucoup aimée, qui est malheureusement décédée. Jusqu'à 80 ans, elle montait sur les étagères pour faire ses décors, des machins. Et pas d'idée, mais aucune idée. Je me parlais de la Méditerranée, mais... Alors le marketing arrive. Tu pourrais pas nous faire un truc avec du laurier rose? Il y a plein de lauriers roses là. Les lauriers roses, bon, pas terrible. Hein. Non, un truc avec les citrons, il y a plein de citrons. Alors en principe, c'est nuit blanche, parce que je cherche des idées, mais ça ne vient pas comme ça. Alors, le lendemain, au petit déjeuner, je vois Leila Manchari, puis je lui fais à Leila, qui est une artiste, je lui fais, écoute, Leila, j'ai pas d'idée. Alors elle me fait, c'est normal, vous êtes un artiste. Et l'idée est arrivée l'après-midi du départ. On a fêté ça avec, évidemment, du champagne, et sur un plateau, vous savez, plateau genre marocain, là, les beaux plateaux, quoi. Il y avait des feuilles de figuier, des flûtes par-dessus, et voilà. Et il y a une jeune femme qui prend une feuille de figuier, qui la déchire, qui la met sous son nez, et qui a un magnifique sourire. Et alors, quand je suis dans la tension de la création, tout fait sens, je regarde tout. Ça y est, j'ai trouvé l'idée. J'ai l'idée. La feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est ça qui sent la Méditerranée. La figuier, mais c'est la Méditerranée. Parce que j'ai cherché en fait un symbole, quelque chose qui fait... J'aurais pu prendre l'olivier, mais qui connaît l'odeur des fleurs d'olivier? L'odeur des feuilles, ça sent bon les fleurs d'olivier. Mais alors il faut mettre vraiment son nez sur les fleurs d'olivier au moment venu
Et vous apercevrez, je vais vous le dévoiler, ça sent le jasmin. La fleur d'olivier sent le jasmin. Merveilleux, c'est merveilleux. Mais alors c'est tellement discret que ça ne se voit pas, enfin ça ne sent pas. Il faut vraiment s'approcher. J'ai dit non, l'olivier, non, pas du tout. Mais la feuille de figuier, oui. Et donc, une fois que l'idée est là, moi j'ai la technique. Donc je suis rentré au laboratoire, j'avais déjà la formule écrite. Je l'ai donnée à mon assistante qui l'a pesée. Et puis en 3 jours, le parfum était fait. 3 jours. Alors la présidente des parfums, Hermès, parce que je n'étais pas encore chez Hermès à l'époque, j'étais à l'extérieur, m'appelle en disant Jean-Claude, t'en es où? Quand c'est que tu peux nous présenter quelque chose? Évidemment, parce qu'elle est pressée. Alors je lui fais au téléphone, dans 3 semaines. Comprenez bien qu'en parfumerie, il vaut mieux être un peu de psychologie. C'est-à-dire que si j'avais dit tout de suite, elle ne m'aurait jamais cru. Puis alors il a bâclé le boulot. Mais 3 semaines après, donc je suis descendu. Voilà, je suis allé chez Hermès avec mon flacon, et puis voilà. Ils ont senti. Ah oui, ça nous plaît beaucoup, oui, c'est ça sent la Méditerranée. Puis l'après-midi, on est allé voir Leila Manchari. Ça, c'était la cerise sur le gâteau, parce que Leila sent le parfum que je lui avais fait. Et elle a fait ah, ça sent mon jardin. Ça sent mon jardin. Je vous assure que ça a marché. Hein. Elle a conclu. Alors, dans les choses amusantes qu'il faut dire, Léla, il me dit, ce que vous m'avez fait là, après on s'est tutoyé avec Léla, mais ce que vous m'avez fait là, c'est, vous me le faites pour moi. Parce que les autres, ils m'ont dit, quand même, c'est un peu violent ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux un peu nous le, voilà, un peu, oui, musquer. Tu m'arrondis un peu les formes, parce que c'est un peu trop présent. Alors voilà, j'ai un peu travaillé pour assouplir les contours. Et Leila, jusqu'à la fin de sa vie, a porté l'original. C'est la seule qui a porté l'original. Mais bon, celui qui a été mis sur le marché est proche de l'original. Mais il est lissé. Voilà, je vous ai... Alors, si vous avez des questions sur les parfums, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions honteuses. Dans les parfums des autres, quand j'étais jeune, j'en ai aimé beaucoup. Maintenant, j'aime que les miens. Je sens la concurrence quand je vais dans la rue. Tu vois, quand dans la rue, je sens ce que les gens portent. Et je détecte les nouvelles molécules qu'ils utilisent. Là, en ce moment, il y a des odeurs très boisées, très dures, que moi j'appelle des odeurs de béton, que j'aime pas du tout. Hein. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans une parfumerie fonctionnelle et malheureusement pas esthétique, beaucoup moins esthétique. La notion du beau est en train de disparaître, là. Mais la fonctionnalité, oui. C'est-à-dire, je mets un parfum sur moi qui fait que les autres vont sentir « Ah, tu t'es mis du parfum ». La personne qui le porte, lui, ne le sent plus. Derrière moi, il y a un jeune homme qui est arrivé à la maison pour réparer un truc de plomberie, là. Et puis, j'ai fait, vous m'avez tué la journée, là. Vous vous rendez compte du parfum que vous portez? Mais je sens rien. Je me suis parfumé ce matin, je sens plus. Ben oui, vous sentez plus. Vous sentez plus, mais moi, je sens. Hein. Voilà. Est-ce qu'il arrive que des maisons mettent en concurrence des créateurs de parfums? C'est-à-dire qu'en fait, si elles veulent un résultat rapide, par exemple, disent ben voilà ce que je veux, grosso modo, mais j'en mets en concurrence pour sortir un produit. C'est ce qui se fait d'habitude. Le marché marche comme ça industriellement. D'abord, il faut savoir que la création des parfums a été externalisée. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui mettent des parfums sur le marché externalisent la création de parfums. Il y a l'industrie derrière, avec chaque industrie, avec des sociétés qui s'appellent Givaudan, IFF, Firmenich, etc. Enfin, bon, il y en a d'autres, mais qui sont vraiment les grosses sociétés. Ces sociétés-là ont une vingtaine de parfumeurs. Et donc, ils arrivent, ils vont les voir en disant, écoutez, voilà, je veux un nouveau parfum. On met
On met IFF, on met Givaudan, on met Firmenich en compétition avec tous les parfumeurs, et en avant et tous les parfumeurs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je me suis dégagé de ça parce que je n'aimais pas cette approche-là. J'en viens, hein, je viens de l'industrie. Mais en 2003, je suis allé voir Hermès en disant que ça serait bien que vous mettiez un parfumeur en interne. Je vous le fais rapide parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Jean-Louis Dumas, qui était le grand patron d'Hermès et qui a fait que Hermès est aujourd'hui ce qu'il est, me dit, mais l'idée m'intéresse. Discuter avec ma présidente des parfums, et voilà, c'est comme ça que je suis rentré, et que j'avais la direction des parfums. Et la condition de mon entrée chez Hermès, c'était, je veux surtout pas de marketing. Deuxième chose, c'est que le choix du parfum, ça sera entre la présidente et moi. Ou le président, s'il y a un président. Et voilà. Et je suis... Ah oui, troisième chose, je suis responsable du coût du parfum. Donc j'avais bien compris. Et donc ça, oui, voilà, ça a donné à Hermès des ailes. Et merci Hermès, et voilà, et on se remercie mutuellement parce que... Mais ça a changé complètement. Enfin, ça a changé. En tout cas, ça a eu une influence sur le marché de la parfumerie. Puisque ensuite, en ça, Dior a mis un parfumeur en interne, Vuitton a mis un parfum en interne, Cartier a mis un parfumeur en interne. Et ceci, c'est moi qui ai lancé cette manière de faire. Mais sinon, c'est l'industrie qui demande à plusieurs sociétés et on met en concurrence. Et je trouve que c'est bête. Je ne trouve pas que ce soit le bon système. Parce que les parfumeurs savent très bien ce qu'ils font. Ils ont une connaissance parfaite, vraiment parfaite, de ce que c'est que le parfum, de ce que c'est que le marché. Et avoir je m'excuse pour ces jeunes gens, mais des jeunes gens qui ont entre 25 et 30 ans, vous dire à un vieux parfumeur de 40 ans, on attend que vous nous fassiez un truc comme ça, le parfumeur, il rigole. Hein. Alors, il dit rien, mais non, ça ne marche pas. Et vaut mieux confier à un ou deux parfumeurs la tâche de créer un nouveau parfum en lui disant « je vous donne du temps et ensuite on voit ça ensemble ». Et le résultat serait meilleur. Mais ce n'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le système, c'est la mise en concurrence et on va sélectionner. Et en fait, on ne sélectionne pas. Parce qu'en fait, on fait des tests de marché. Et je refuse les tests de marché. Parce que le test de marché, c'est le commun, c'est la moyenne, c'est forcément c'est le nivellement par le bas. Et c'est un peu terrible ce que je dis là, mais puisque ça plaît à tout le monde, ben oui, mais où est la personnalité du parfum Les produits consensuels. Oui, c'est ça, les produits consensuels. Oui. Et surtout, tout se ressemble. Et oui, tout se ressemble. Oui. Et ça, c'est assez phénoménal de voir ces modes qui se font et qui font qu'en réalité, tous les nouveaux parfums qui sortent, 90% d'entre eux sont quasiment interchangeables en réalité. Oui, ça, c'est la conséquence, effectivement, de ce système. Oui, de l'approche. Et c'est ça terrible parce que derrière ça, il y a un truc qui marche bien sur le marché, ça va être analysé par la chromatographie, par tout le monde. Dans le mois qui suit, tout le monde a le même parfum, et je te le refile à un autre avec un petit... Là, je mettrai un peu plus de bergamote, voilà. Alors, moi, Alors, je crée surtout pour ce qu'on appelle des parfumeries de niche. Enfin, j'ai créé pendant longtemps chez Hermès. Je suis resté 14 ans chez Hermès. Puis, quand je suis arrivé à 70 ans, j'ai dit, bon, j'ai bien travaillé, je vous ai beaucoup aimé, mais ça faisait des grosses journées avec Hermès. J'ai envie de me reposer un peu. Et puis après, en sortant, au bout d'un quelques temps, je me suis aperçu que le parfum, quand même, j'avais besoin de faire un peu. Alors, je travaille surtout pour ce qu'on appelle des parfumeurs de niche. Là, ces derniers temps, j'ai travaillé pour Frédéric Malle, qui est un parfumeur de niche, mais quand même international. Et puis, ces derniers temps, là, je travaillais pour Puig, qui est une grosse société. Et c'est le président qui m'a appelé de Puig. Et alors, je lui ai dit, mais tu sais, comme je le connaissais, je lui ai dit, si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est pas de marketing, tatati, tatata.
et puis tu viens me voir, et puis on discute. Ah, il est arrivé, bon. Voilà. Et puis voilà, alors dans ces cas-là, s'ils acceptent ma manière de faire, oui, je veux bien travailler. Mais sinon, en fait, je travaille pour mon plaisir, là. Et eux sont contents, et moi aussi. Oui. Comment tester un parfum? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut déjà, quand on arrive dans une parfumerie, le tester sur ses habits, sur la peau? Comment faire, comment savoir? Parce qu'on a tout de suite on va dire intuitivement quelque chose qui va tout de suite nous attirer, probablement, mais savoir si finalement sur la peau, il va rester, il ne va pas tourner, il va pas... En fait, c'est quoi la solution, la technique pour pouvoir adopter un parfum à vie, peut-être? Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus? Alors, le premier conseil qu'à vous donner, c'est de dire, demandez des échantillons. Surtout réclamer des échantillons pour l'essayer, pour le porter, et le porter plusieurs jours. Parce qu'il faut le vivre, il faut vivre avec. Et je veux dire, l'essai qui se fait sur le lieu de vente n'est pas un bon essai, parce que c'est un essai trop rapide, vous ne l'avez pas porté, il n'a pas vécu avec vous, vous ne l'avez pas vécu lui, le parfum. Donc il y a un rapport comme ça, c'est demander un échantillon. Et en principe, ils ont tous des échantillons. Parce qu'en fait, ils savent très bien que les échantillons font vendre. Donc c'est demander un échantillon. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est que le choix de vos parfums se font déjà par rapport à ce que vous avez déjà pris dans le passé. C'est-à-dire que votre passé influence votre choix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est-à-dire que si vous aimez les pommes de terre, vous allez aimer le hachis parmentier, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. J'arrive pas à me séparer de la figue. Donc, si vous aimez ça, voilà, il y a quand même une continuation. Alors, ça ne veut pas dire qu'à des moments, il y a des décrochages. Mais ça veut dire qu'en principe, il y a un certain type de parfum que vous avez l'habitude de sentir, que vous allez retrouver. Ça ne veut pas dire qu'il soit identique, pas du tout. Mais vous allez retrouver certains aspects, voilà, certaines notes que vous aimez et qui font que voilà, le choix va se faire comme ça. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Mais surtout l'échantillon. La peau, le tissu, la peau change le parfum. Parce que l'odeur de votre peau, c'est l'odeur de votre alimentation. Donc, la peau, la peau, c'est l'odeur de votre peau qui influence aussi. Et donc, sur le tissu, non, parce que le tissu, justement, oui, c'est assez neutre. Bien qu'il y a l'odeur de la lessive, mais c'est un peu plus neutre. Donc ça, c'est des problèmes de choix. Oui, je termine. Sur l'odeur de la peau, c'est très important. Je vous explique, là où c'est important, c'est que le choix de votre partenaire, c'est une odeur de votre peau. Alors, je suis ami avec Boris Cyrulnik. Vous connaissez Boris Cyrulnik. Et mon ami Boris Cyrulnik me dit, mais le choix du partenaire, c'est d'abord une question olfactive. C'est-à-dire que, et c'est merveilleux ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous allez le rencontrer, si l'odeur, sans que vous l'apercevez, mais vraiment c'est inconscient, si l'odeur vous satisfait, vous allez vous approcher. Si son odeur ne vous satisfait pas, vous allez l'éviter. Alors de temps en temps, il y a des essais. C'est-à-dire que, celui-là, il a une odeur différente. Je m'essaye. Ça ne tient pas. Ça ne marche pas très bien. L'essai était intéressant, mais ça ne fonctionne pas. C'est très, très, très important. Je veux dire, c'est la Méditerranéenne qui rencontre un gars du Nord, ou inversement. C'est pas terrible, hein. Sur le prix des parfums. Oui. Parce que je pense que tout le monde ici aura noté que depuis 2-3 ans, le prix des parfums a plus que doublé. Et ça... Je sais pas. Alors voilà, vous êtes d'accord avec moi, ça a considérablement augmenté, oui. Et je ne vois pas de rapport avec l'augmentation éventuelle du prix des matières premières. Ça a augmenté sans doute, mais... Le prix des matières premières a augmenté terriblement. D'accord. Le prix des matières premières a augmenté terriblement. Je vais être très honnête avec vous. Le prix du parfum dans un concentré de parfum n'intervient qu'au niveau de 10%.
Alors qu'une fois que j'ai dit ça... On a compris, c'est bon, on a repris les suites. Donc le prix du flacon te coûte plus cher que le prix du parfum. Voilà. Et après la pub, alors là... La cause est entendue.